Bonjour, vous êtes bien sur Globule Radio. On est en train de présenter l'émission Stop en gare. Stop en gare, c'est la version immobile de la radio sur les rails. Aujourd'hui, j'ai avec moi Juliette Craplet, sociologue, qui vient nous parler de sa conférence sur la mort en montagne. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors Juliette, comme je le disais, vous présentez la conférence La mort en montagne, une approche sociologique. Ça se passe mardi 12 décembre à l'amphithéâtre de l'ENSA. Et on peut lire dans la présentation de cette conférence que la mort peut s'approcher de multiples manières psychologiques, démographiques, médicales, statistiques, poétiques, artistiques, philosophiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et vous, comment vous l'abordez justement, cette mort en montagne? Donc je l'aborde pas comme ça, évidemment. Donc puisque c'est une approche sociologique, comme on le dit dans le titre. C'est vrai que selon l'approche qu'on va retenir, évidemment, ça va être un éclairage très très différent. Donc moi, je me suis intéressée plus justement à cet angle sociologique, dans la mesure où ça permet de se décoller un petit peu d'approches plus intimistes qui envisagent la mort comme un phénomène qui est ressenti par l'individu, ce qui est évidemment le cas. Mais donc là, l'idée, c'est de comprendre un petit peu en quoi la société va influencer la façon dont on va aussi vivre la mort, se la représenter. Et donc, quelles sont les logiques sociales qui peuvent un petit peu déterminer ou en tout cas influencer nettement l'approche de l'individu à l'égard de cet événement. D'accord. Et vous, du coup, comment vous en êtes venu à aborder ce sujet, à vous tourner vers la sociologie et à vous tourner vers un terrain comme celui-ci? Alors, c'est un peu tardif, puisque j'ai donc fini mon master de recherche là en septembre. Donc, c'est d'ailleurs c'était le sujet de mon mémoire. La mort en montagne, donc c'est de cette enquête dont je vais parler. J'ai commencé à reprendre un petit peu les études donc il y a 3 ans. Alors j'en avais fait d'autres qui m'ont permis effectivement d'intégrer directement en master, parce que j'en avais déjà fait un petit peu. Et puis surtout dans le cadre de cours que je suivais à la petite université, qui est donc l'association que j'avais fondée. J'avais adoré les cours de sociologie et je m'étais dit mais en fait j'aime trop ça, et donc au point que j'ai décidé de me réorienter professionnellement là-dedans, de reprendre des études, et donc j'avais choisi un sujet qui est quand même à mon sens assez pertinent dans une vallée comme ici, et j'en avais fait mon sujet de mémoire. D'accord. Peut-être que c'est important qu'on parle de qu'est-ce que c'est que la mort en montagne, comment on la définit, parce que la mort en montagne, ça part juste du fait de mourir en étant présent sur une montagne, ou est-ce que c'est parce qu'on fait une activité qui est reliée Alors oui, effectivement. Non, mais c'est une question tout à fait pertinente. Donc, souvent, quand on le dit spontanément, dans le langage courant, on sait déjà un peu de quoi on parle, mais de façon assez implicite. C'est sûr que quand on le dit comme ça, c'est juste mourir en montagne. Ça le définit par un peu son lieu d'occurrence, voilà. Mais oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas retenu, par exemple, le skieur qui a une crise cardiaque à la sortie du télésiège, ou le randonneur qui fait une mauvaise chute, puisque l'idée, c'est de prendre en compte l'idée d'un risque volontairement pris. Voilà, donc en fait, je vais retenir les morts qui ont eu lieu dans le domaine montagne, donc qui est donc peu ou pas équipé, qui est le domaine d'intervention des secours. Donc même si c'est pas spécifiquement, pas seulement la haute altitude, c'est vraiment ce domaine plus sauvage et pas équipé ou très peu équipé. Donc les domaines skiables, ça rentre pas en compte, la trop basse montagne non plus, et surtout ça concerne effectivement les activités où il y a cette idée de risque, donc un peu toutes les activités qui se comprennent derrière le terme générique d'alpinisme. D'accord. Okay. Donc on est sur des pratiques qui sont du coup reliées à un sport pratiqué en amateur. Alors, avec les notions de verticalité, je les traite pas toutes. Moi, j'ai vraiment retenu les principales, qui sont notamment celles qui nécessitent, pour ceux qui n'en ont jamais fait ou qui souhaitent en tout cas être encadrés, un guide. Celles qui pratiquent le plus, donc vraiment alpinisme, ski de randonnée, cascade de glace. Canyoning aussi, un peu. Mais en général, s'il y a des cas spécifiques, je les précise. Mais on va dire que c'est les activités essentielles dont il est question dans mon sujet. Ouais.
D'accord. Et vous me disiez que du coup que pour vous c'était pertinent de présenter, ce sujet-là pour votre, mémoire, un sujet du coup qui porte sur, la montagne, donc la mort en montagne et hem, pourquoi prendre ce sujet-là? Parce qu'il y a plein d'autres sujets j'imagine dont on peut traiter aussi en montagne et pourquoi s'orienter plus vers ce côté-là de la mort? Oui, parce qu'évidemment, on peut se dire: «Bah, c'est un petit peu sinistre». Oui, c'est exactement. Mais alors déjà, je le pense pas forcément dans le sens où de toute façon la façon dont une société va concevoir la mort, c'est souvent ça dit quelque chose sur la façon dont elle voit la vie, l'ordre du monde, le cosmos, voilà, les valeurs d'une société. Donc en fait, c'est toujours une façon miroir en fait d'interroger une vision de la vie. Donc c'est pas du tout si sinistre que ça déjà. Et puis ensuite, pourquoi je l'ai choisi, c'est vraiment à l'origine comme beaucoup de sujets de recherche, on les choisit parce qu'il y a une première surprise qui déclenche un questionnement et on décide un peu d'y aller là-dedans. Et c'est vrai que moi, je suis pas une chamonière d'origine. Je suis arrivée il y a bientôt 15 ans maintenant quand même. Et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a le plus marqué, c'était la fréquence des morts en montagne qui touchaient souvent des jeunes. Alors même si moi j'ai pas forcément eu à vivre de très douloureux de gens très proches, ça reste quand même ou des amis d'amis, des copains, le cousin, la tante, et puis globalement les histoires familiales qui sont toujours marquées aussi par des événements comme ça tragiques qui l'ont ponctué. Et je me suis dit c'est quand même une spécificité, on trouve pas ça tellement ailleurs. Enfin, genre moi j'ai vu plus de morts ma première année ici que dans toute ma vie d'avant. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. Et donc, là, ma question était, mais comment ils gèrent ça? Comment ils font face à cette fréquence de ces accidents mortels? Et donc, c'est parti un peu de cette base-là, ouais. D'accord et puis comme vous le dites aussi, c'est des morts qui sont plutôt, brutales, qui sont inattendues, qui touchent des jeunes donc. Exactement, ouais. D'ailleurs, il y a Hem, souvent un peu un mythe qui dit que le cimetière de Chamonix est le cimetière le plus jeune de France, ce qu'on peut évidemment pas vérifier, et voilà, mais ça dit quand même quelque chose du sentiment de la population locale à cet égard-là, ouais. et vous dans votre enquête, est-ce que, vous avez pu, aborder certains peut-être clichés, je sais pas si je peux dire comme ça, de qu'est-ce que la mort en montagne? Et je dis cliché dans le Oui, sens oui. où est-ce que les personnes qui perdent la vie en montagne, c'est des personnes qui prennent des risques inconsidérés? Ou est-ce que c'est la faute à pas de chance? Qu'est-ce que Alors ça fait, je dirais qu'il y a un peu deux temps pour répondre. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'idée de cliché, elle m'évoque un peu cette idée que c'est une bonne mort, mmh dans le sens où c'est quelque chose qui est un petit peu relayé parfois par la culture populaire, la littérature, les films, et même dans les discours un peu consolateurs, on peut entendre souvent que c'est une mort qui est marquée par la positivité de la passion, cette idée de liberté, etc. Et donc une mort qui apparaît comme un peu héroïsante. Et voilà, donc ça a été aussi effectivement une question que j'ai posée à mes enquêtés, c'était est-ce que cette idée un peu cliché justement de la mort en montagne comme d'un modèle contemporain un peu de bonne mort, est-ce que c'était réellement partagé? Il se trouve que non, mais que c'est vraiment plutôt maintenu dans le discours consolateur. Voilà, que quand on doit faire un discours, quand on doit consoler un peu quelqu'un, ça va être une posture qu'on va prendre. Donc c'est une mort qui est peut-être plus valable qu'une autre, mais en général, c'est quand même vécu comme un échec. Ensuite, c'était sur la deuxième sur la partie, prise de ouais, risque. sur la prise de risque. Donc évidemment, il y a comme dans tous les accidents, il y a une multitude d'accidents différents et de caractéristiques, une typologie qui peut être presque infinie, hein. Donc on va effectivement avoir ceux qui vont avoir pris un grand risque et donc ça n'a pas marché entre guillemets et voilà. Et puis il y en a d'autres où c'est pas de chance. C'est toujours un peu pas de chance parce qu'en fait c'est le principe du risque, hein, c'est que il y a une part où l'individu ne contrôle pas ce qui se passe. Sinon on parlerait pas de risque. Ce serait juste une gestion, une question technique et c'est évidemment pas que ça. Après, ce qui va être intéressant, plus que de faire des différences de style d'accident, ça va être le jugement qu'on va porter dessus. Et c'est là où il y a effectivement une grande différence que j'ai pu observer, entre guillemets, chez les petits alpinistes ou les grands alpinistes. Ça va déjà être très très différent. C'est-à-dire qu'à erreur égale, c'est-à-dire une mauvaise analyse météo, une surestimation de ses capacités, une fatigue ou je sais pas quoi, on va être souvent très très dur avec l'amateur de petit niveau entre guillemets qui aurait fait n'importe quoi, complètement débile.
Et alors que le grand alpiniste, ou en tout cas l'alpiniste un peu chevronné, voilà, le discours est évidemment beaucoup plus bienveillant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va plus se référer à quelque chose de plus romantique, on va plus dessiner justement les contours de ce qu'on pourrait appeler une belle mort, donc peut-être pas une bonne mort, mais une belle mort. Et donc là, on voit qu'il y a des discours très différents et des jugements très différents. D'accord. Et en parlant de risques, est-ce que ceux pris par les hommes et les femmes, ils vont être les mêmes en montagne? Alors, c'était pas la question effectivement du genre et pas un angle que j'ai tellement retenu dans mon étude, bien qu'il y ait énormément de choses à dire et à faire, hein, mais on peut pas tout faire. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a forcément, en fait, en général, on le dit, oui, les femmes prennent moins de risques, avec peut-être aussi l'utilisation de ce qu'on appelle un argument naturaliste, hein, c'est-à-dire c'est parce que la femme n'est pas programmée, entre guillemets, pour ça, pour prendre des risques. Souvent, en plus, quand il y a une question de maternité, elle va pas avoir la même disposition à mettre sa vie en jeu. Donc, alors, après, sans rentrer là dans le débat interminable de la part de ce qui est socialement construit, de la part de ce qui est naturel, il y a une opacité du vivant, de la biologie. Donc, on peut pas avoir, à mon avis, enfin, en tout cas, c'est ma position d'avis très tranché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une part qui est effectivement très construite et que la femme n'est jamais encouragée, valorisée dans ses prises de risques. Ce qui explique aussi qu'elle en prenne moins, puisque la société attend d'elle non pas qu'elle aille prendre des risques, mais qu'elle s'occupe bien de sa vie, qu'elle s'occupe bien de ses enfants, qu'une mère responsable, par exemple, ne peut pas aller prendre des risques en montagne. Et voilà, donc alors, comme on avait prévu cette petite question. J'avais même prévu un petit texte que je vais vous lire à ce sujet-là, puisque moi, c'est pas complètement mon sujet, mais j'ai trouvé que c'était très bien décrit, avec beaucoup d'humour, par Thomas Venin, dans La Dent du Piment, qui est un petit livre sur l'histoire de l'alpinisme chez Guérin. Et donc, je vais vous lire ça. C'est sur un petit événement qui a eu lieu le 13 août 1995, puisqu'il lui, il fait l'histoire de l'alpinisme par des dates qui l'ont marqué. Et donc là, c'est le 13 août 1995. L'Écossaise Alison Hargreaves trouve la mort dans une violente tempête en redescendant du sommet du K2. Elle mourra une deuxième fois dans une violente tempête au sommet des médias britanniques qui n'admettront pas qu'une mère de famille abandonne ses enfants pour aller se tuer en montagne. Pratiquement au même moment, Paul Nunn et Geoff Tyr, deux alpinistes fort célèbres outre-Manche et eux aussi pères de famille, comme Messner, Bonington, Scott, Kukuska ou Lafaille, sont écrabouillés par une chute de sérac en redescendant du Haromoche 2 dans les alentours du K2. Là encore, les tabloïds sont formels. Les enfants sont très fiers de leur papa. Et je pense, alors, il le dit avec un petit peu d'humour, mais je pense que ça montre bien cette différence de la réception de la société quand il y a un événement tragique comme celui-là. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus condamner moralement une femme qui s'est tuée en montagne si elle est mère qu'un homme qui se tue en montagne alors qu'il est père. Et c'est vrai qu'on se dit, pourquoi? Donc, alors bien sûr, c'était en 1995, c'était donc il y a bientôt 30 ans, les choses ont un petit peu évolué. Surtout que la question de la responsabilité maintenant à l'égard de ceux qui restent, et pas seulement des compagnons de cordée et tout, elle est de plus en plus abordée. Mais clairement, il y a une inégalité dans la considération qu'on porte aux femmes qui prennent des risques, qui vont en montagne par rapport aux hommes. Mais c'est pas la même réception. Et surtout, ça se voit dans les médias. Parce que du coup, là, on n'est pas sur la question de l'entourage, on est vraiment sur la question médiatique, où dans les médias, on vient critiquer la femme qui est décédée, tandis que les hommes vont être montrés comme des héros, que les pères sont fiers, etc. Quand je me réfère à l'endroit, c'est que maintenant, de plus en plus, on demande un peu plus aux hommes d'avoir cette considération à l'égard, justement, d'une famille qu'ils ont et qu'ils ont quand même une responsabilité. Donc, c'est pour ça que je dis que ça évolue quand même un petit peu, mais c'est encore bien présent, je pense. De retour dans Stop en Gare, je suis toujours en compagnie de Juliette Craplet. Alors vous la connaissez peut-être parce que c'est la fondatrice de la petite université et aujourd'hui vous êtes la présidente. Donc vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous présenter votre conférence sur la mort en montagne, une approche sociologique. Donc on est dans la deuxième partie de l'interview et dans la conférence, moi je voudrais aborder une question parce que vous parlez des représentations de la mort en montagne. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors c'est pas comme le terme de représentation, c'est très large.
je peux pas donner, c'est pas comme des images ou des tableaux et puis je vous en montre un et puis un autre. Évidemment, c'est pas tout à fait comme ça. C'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure. C'est plus cette idée de est-ce que c'est une bonne mort, une mort positive. C'est plus ça. Est-ce qu'on se le représente de façon positive? Est-ce qu'on se le représente comme un échec? Est-ce qu'on se le représente comme simplement, voilà, un caprice du destin? Alors, tout ça, tout ce que je viens de dire sont effectivement des représentations. Après, ce qui est intéressant, c'est que mon travail a quand même abouti à une forme de représentation assez stabilisée, c'est-à-dire la mort comme un échec en soi. Et cette idée de bonne mort reste encore une fois quelque chose qui est circonscrit au discours consolateur, mais peu ressenti, peu partagé fondamentalement. Après, on va surtout aussi avoir des représentations qui peuvent différer selon, encore une fois, comme je disais, la personne qui est victime d'un accident. Donc ça va donner lieu à des images, à une façon de le représenter différente. Donc par exemple, si c'est un grand alpiniste ou un secouriste qui a œuvré toute sa vie pour le secours en montagne qui se tue sur une erreur, il peut bénéficier d'un discours qui va être extrêmement romantique, et très souvent il y a une forme de sacralité qui revient d'ailleurs très souvent en haute montagne et autour de ces sujets-là, qui n'est pas le cas entre guillemets dans la vallée, à la ville, mais là on va retrouver un point de renouement un peu avec le sacré, et souvent dans les discours on va le retrouver, et il y a énormément de mes enquêtés, ou de gens même en général, qui convoquent un peu le destin. Alors qu'ils se disent par exemple tout à fait athées dans la vallée. Donc c'est évidemment très paradoxal, puisque le destin, c'est un peu un autre mot pour parler d'une entité qui est supérieure, qui régirait le cours du monde. Donc évidemment on peut pas être athée et croire au destin, ça va pas ensemble, et pourtant c'est quelque chose que les gens, les pratiquants de la montagne ont souvent, et sans se voir forcément le paradoxe. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre qu'on réinscrit en fait l'accident mortel quand il s'agit justement de grands alpinistes ou de professionnels très engagés qui connaissent la montagne. On le réinscrit dans une causalité plus enchantée, avec le destin qui reprend ses enfants, etc. Plutôt le destin qui donne rendez-vous aux gens, et la montagne qui reprend ses enfants, et quelque chose, souvent des tonalités très romantiques. Alors que évidemment, si c'est un touriste qui fait un petit peu n'importe quoi, on n'a pas du tout ces mêmes références. C'est complètement désacralisé, la causalité est complètement désenchantée, et c'est un enchaînement d'erreurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça aussi quand on va juger un accident d'un grand alpiniste, mais évidemment les discours vont quand même différer largement, et donc ça participe à des représentations très différenciées. D'accord. Vous avez dit un mot, vos enquêtés. J'aimerais que vous me parliez un peu plus de qui sont vos enquêtés, comment vous les avez approchés. Alors, donc, j'ai forcément un petit peu ciblé, parce que même si déjà en sociologie et l'alpinisme est un thème qui peut s'aborder de 1000 manières, la mort déjà ça le recentre, la mort en montagne, mais même cette question-là il faut recentrer. Et donc effectivement moi j'ai réduit mon terrain à la vallée de Chamonix, et dans la vallée de Chamonix, pas seulement aux pratiquants de la montagne dans leur ensemble, mais vraiment aux professionnels de la montagne. Alors pas tous les professionnels, ceux qui ont un statut un peu institutionnel, donc guides de haute montagne, secouristes et formateurs. C'est vraiment les trois grandes catégories que j'ai retenues pour mon étude, notamment parce que j'aborde beaucoup cette question des normes de pratique, et comment ces professionnels qui sont confrontés au quotidien à ces accidents mortels, au quotidien. En tout cas, ils doivent composer au quotidien avec, sinon un accident effectif, en tout cas avec son risque, avec des pratiques qu'ils doivent l'éviter, etc. Et donc, comment ils imposent de nouvelles normes de pratique. Donc, une grande partie de mon travail consiste à articuler en fait les représentations de l'accident mortel à l'élaboration des normes de pratique en termes d'alpinisme. D'accord. Et du coup, les alpinistes, comment vous les avez abordés? Vous êtes arrivés
Bonjour. Alors après, bon, c'est l'avantage aussi d'être ici, d'avoir un réseau. Forcément, je suis quand même implantée, donc et puis il y en a plein partout, des guides et des secouristes. Donc c'était pas très difficile finalement à trouver. Hein. On commence un peu par des figures un petit peu plus connues où on sait que il y a un poste qui est intéressant par rapport justement à ce travail d'imposition des normes de pratique qui évolue quand même beaucoup. Hein, entre la façon dont travaillaient, entre guillemets, les guides il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est évidemment pas du tout la même approche. Donc, du coup, je suis allée voir un peu l'organigramme de l'ENSA pour voir quel poste pourrait aussi être intéressant. Donc ensuite, j'ai aussi contacté comme ça. Et puis ensuite, voilà, quelqu'un qui dit « Ah, demande à machin, c'est intéressant. Lui, il fait ci, il fait ça. » Et puis, voilà, comme ça. Et ensuite, j'ai essayé de quand même d'avoir une représentation un peu homogène. C'est-à-dire qu'il y avait en gros quatre enquêtés par catégorie de guides, secouristes et formateurs. Sachant que les frontières sont poreuses, hein, parce que déjà, ils sont presque tous guides, oui. Qu'ils soient secouristes ou formateurs. Donc voilà, évidemment, ça peut se recouper, mais on est forcément un peu réducteur et on simplifie, en fait, pour pouvoir étudier efficacement un sujet. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est poreux et que ces catégories se recoupent. Donc c'est une enquête qui a été assez bien accueillie du coup, parce qu'au final c'est un sujet qui pourrait être considéré comme tabou parce qu'on parle quand même de la mort et au final ça a été dans le milieu, on vous a quand même ouvert les portes, on vous a donné les contacts. Et oui, ça a été vraiment très bien accueilli. Au contraire, là, j'ai plutôt eu l'impression que les personnes interrogées étaient contentes d'en parler, mais tout le monde évoquait un peu une sorte de tabou. Alors c'est un tabou qui est d'une nature un peu particulière parce que c'est pas comme si on n'en parle pas du tout parce que c'est trop présent pour qu'on soit dans un déni, que ça n'existe pas, c'est trop là. Donc ça va être un tabou plus de la souffrance que ça peut représenter. On va le dire on peut faire de l'humour aussi pour essayer un petit peu d'expulser l'affect, etc. Donc il y a pas mal de blagues quand même autour de ça. C'est qui le prochain, etc. Mais en fait, on en parle peu dans la difficulté que ça peut représenter pour les personnes qui sont vraiment touchées de près. Et notamment sur le plan institutionnel, c'est par exemple assez peu accompagné, notamment au PGHM, où il n'y a pas d'accompagnement, pas de préparation tellement sur ça, sur par exemple les traumatismes que peuvent générer une confrontation à une mort violente. Ils ont le droit d'avoir recours, par exemple, à une psychologue, un psychologue, mais ça doit être une démarche individuelle et il n'y a pas de formation spécifique. Ce qui est un peu étonnant, par exemple. Et donc là, c'est qu'il y en a qui disent, oui, mais en fait, c'est très tabou. C'est comme si ça fait partie du métier. Donc là, c'est un rapport à la mort qui est beaucoup plus une approche gestionnaire. Ça fait partie du boulot. Et les compétences qu'on demande sont des compétences un peu psychologiques, de capacité à le gérer. Et voilà, c'est le taf et on est solide. Et c'est pareil, on pourrait aussi dériver sur ces modèles là, mais en tout cas, il y a ce tabou-là, en tout cas dans cette institution, à mon sens. Et puis ensuite, globalement, sur l'expression de la souffrance qui, effectivement, est peu libérée. Parce qu'on dit, pardon, je finis là-dessus, c'est que souvent, comme c'est une activité qui est librement investi, c'est un peu le jeu et on n'a pas le droit de se plaindre. Voilà, ici tout le monde fait de la montagne, on valorise ça, on valorise la performance, on valorise la prise de risque, les trucs de ouf. Donc après, quand il y en a qui meurent, on va pas se plaindre. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a un petit tabou de l'expression de la souffrance. D'accord. Oui, donc un tabou de l'expression de la souffrance dans ces sports de montagne, donc pas forcément de paroles libérées, parce que moi c'était la question que je me posais quand on regarde votre conférence et comment elle est détaillée, parce que donc une approche sociologique, donc c'est comment le vit la société autour de ces morts. Et comme vous le dites, la mort fait partie du métier, ils le disent a priori eux-mêmes. Et même si cette mort fait partie du métier, c'est pas pour autant qu'on va aller parler des côtés négatifs de la mort. Oui, c'est ça. Bon, après, de toute façon, c'est tellement évident que en même temps, voilà, mais oui, on s'y appesantit pas. Voilà, c'est un peu cette idée. Ça veut pas dire qu'on va pas pleurer et se dire ah merde, voilà. Mais on n'a pas le droit de traîner
Voilà, bah ouais, c'est la vie, c'est comme ça. C'est dur, mais c'est comme ça. Et puis, c'est le jeu de la montagne. Et voilà, ouais. Et juste pour revenir sur le côté psychologique, parce que donc on dit que ça fait partie du métier, mais vous avez bien dit, il n'y a pas d'accompagnement psychologique forcément, quoi, pour les guides de haute montagne, etc. Bah, les guides sont un petit peu plus sensibilisés quand même au sujet, un peu plus accompagnés. Que les secouristes par exemple. Donc après je suis pas rentrée non plus, enfin c'est pareil, c'est ce serait encore tout un sujet d'étude à mener, hein. Mais je vois pas bien en fait la question, pardon, par rapport à ce qui est... Oui, c'est la question de est-ce qu'ils sont accompagnés dans leur travail par rapport à l'impact psychologique que ça a d'être confronté à la mort. Les guides ou les... Oui, les guides ou les secouristes, enfin vous ce que je dis, c'est quoi. que non, ils sont du coup ils sont assez peu accompagnés, les secouristes, et les guides un petit peu plus. Mais voilà, ça reste. Alors après, ça veut pas dire que c'est le signe d'un tabou absolu, parce que c'est en train de changer doucement, c'est un petit peu poussif, mais oui, globalement, il n'y a pas une prise en charge très importante. C'est plus quelque chose qui doit relever de la décision individuelle de se faire accompagner ou pas, plus qu'une prise en charge collective et institutionnelle. D'accord. Vous dites ça évolue un peu ce rapport-là donc à la mort. Est-ce que du coup, pendant votre travail de recherche, vous l'avez constaté, cette évolution des mentalités? Alors peut-être pas pendant le travail, mais par rapport à ce qui pouvait être dit avant dans les années 90. On assiste à une évolution de cette approche-là? Oui. Alors effectivement, en 2 ans, je peux pas dire que j'ai vu une évolution dingue, mais si, c'est quelque chose qui évolue doucement, notamment ce qu'on évoquait un peu en début d'entretien par rapport à la notion de responsabilité qui, pendant très longtemps, était concernée, entre guillemets, simplement le guide à l'égard de son client, ou en tout cas d'un alpiniste moins fort techniquement, donc était contenu dans la montagne elle-même, enfin dans la pratique elle-même, voilà. Mais la question de la responsabilité à l'égard des proches, de ceux qui restent dans la vallée, se posait beaucoup moins. Donc là, effectivement, le petit extrait que j'ai lu est assez révélateur au-delà de la question du genre, dans le sens où on n'accusait pas un alpiniste qui prenait des grands risques de se tuer et de manquer d'un sens des responsabilités à l'égard de ses enfants. C'était pas quelque chose qui était tellement envisagé, et ça commence à le devenir. Déjà parce que les individus eux-mêmes, en fait, peut-être l'investissent plus, et que là, moi, j'en vois beaucoup qui ont changé leur pratique depuis qu'ils sont pères, par exemple, pour ce qui est des hommes. Mais il y a aussi quelque chose de plus public, c'est-à-dire que là, par exemple, alors là, j'ai le nom qui m'échappe, mais un ami qui s'était tué dans l'Himalaya là, il y a 2 ans, et dont la femme avait écrit une lettre ouverte pour dénoncer un peu cette pratique qui très engagée, qui se préoccupe pas forcément en fait de ceux qui restent, et qui dit en fait c'est très égoïste, et que c'est à toi l'alpiniste qui va prendre la risque, n'oublie pas que dans ta chute tu emportes le bonheur de ceux qui restent. Et moi, elle fait c'est tout un article long, qui a été plus ou moins bien reçu, mais qui a fait un petit peu des remous aussi, mais qui avait l'avantage de poser aussi cette question-là. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est à l'égard de qui? Est-ce que c'est seulement à l'égard des compagnons de cordée, ou est-ce que ça va pas plus loin? Et je pense que c'est une vraie question, en réalité, parce que parfois, les mobiles qui poussent à prendre des risques, on les envisage qu'à l'échelle individuelle, de quelle personne veut pour elle-même, qu'est-ce qu'elle veut pour elle-même, et que là, la question, il s'agit peut-être maintenant de plus en plus de se la poser de façon plus élargie. D'accord. Et écoutez, je pense qu'on arrive à la dernière question qui va compléter ce que vous êtes en train de dire, mais finalement, est-ce que notre perception de la mort, elle n'aurait pas un impact sur notre pratique en montagne ?
Ah ben complètement. Donc ça, c'est sûr que on va le voir de façon très nette, par exemple avec le grand alpinisme, où cette capacité à regarder la mort en face, entre guillemets, la notion d'engagement qui est très valorisée, est vraiment au cœur d'un système de valeurs qui va être au fondement des pratiques. Donc on n'a pas le droit de tricher. Et puis la liberté sera bien plus valorisée que la sécurité, évidemment, même s'il ne s'agit pas d'aller se tuer. Personne ne souhaite ça. Mais dans les jeux d'engagement, ce qu'on met en gage, c'est sa vie, mais c'est plus symbolique, c'est sa valeur qu'on met en jeu, mais sa valeur, elle passe par cette capacité à s'engager, quitte à y laisser sa peau. Alors que dans le plus petit alpinisme et dans quelque chose de plus commun, avec aussi la montée du tourisme, émerge vraiment une autre éthique qui rejoint beaucoup plus le système de valeurs dominant, où la sécurité est une valeur primordiale, où l'accident, ça devient vraiment un interdit moral et il faut tout faire pour l'éviter. Et c'est ce qui donne lieu aussi à tous les débats autour de l'équipement de la montagne pour le sécuriser. Voilà, quel alpinisme on veut? Est-ce que, au nom de la sécurité, tout se justifie? Et voilà. Et dans ce cadre-là, évidemment, les pratiques, elles changent et la valeur première sera la sécurité, tandis que dans le grand alpinisme, la valeur première sera la liberté et donc l'acceptation du risque et de la possibilité de la mort. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Juliette Craplet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, on le rappelle, votre conférence « La mort en montagne, une approche sociologique », c'est mardi 12 décembre à l'amphithéâtre de l'ENSA. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Merci.